My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de 13. Je suis Natacha et j'ai avec moi ma Swiftie préférée. Honorine, c'est moi. Comment ça va ? Alors, écoute, je suis enrhumée comme tu peux probablement l'entendre, donc je m'excuse tout de suite auprès de nos auditeurs qui m'entendront parler du nez pendant cet épisode. Mais normalement, je ne vais pas être la principale personne à parler aujourd'hui puisque nous recevons Marie Assaf. Bienvenue Marie, merci d'être là. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Marie, on est ravis de t'avoir ici parce que j'avais envie de te chanter une petite chanson. It's been a long time coming. Vous avez tous l'intro en tête ou pas ? Ça y est ? C'était bien sûr la chanson d'ouverture de l'Eras Tour, Miss Americana and the Heartbreak Prince. Cette position dans le concert lui a donné une popularité incroyable et justifiée parce que je pense que c'est une des chansons de Taylor que je préfère le plus. Mais je continue de penser que c'est la chanson la plus sous-cotée dans ce qu'elle raconte. Et malheureusement, l'avoir placée à cet endroit du concert, je suis pas sûre qu'elle lui ait donné toutes ses armes pour briller. Donc aujourd'hui, vous comptez sur nous pour reprendre ce thème parce que ce sera le sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons profiter de la présence de Marie pour prendre un cours de sociologie et plonger à corps perdu, à cœur perdu dans le concept de l'Americana et voir comment ce concept est illustré et distillé un peu partout dans cette chanson. Et je remercie Marie de venir nous accompagner aujourd'hui. Est-ce que tu veux te présenter peut-être pour commencer un petit peu ? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Marie, je suis docteure en études politiques officiellement et j'ai fait une thèse sur les États-Unis. Alors, pas du tout sur le sujet de Taylor Swift, sur les politiques d'emploi à destination des personnes handicapées. A long stretch par rapport à Taylor, mais je suis une grande fan depuis plusieurs années quand même maintenant, avec une autre amie qui s'appelle également Marie. On a monté un petit séminaire de recherche l'année dernière à l'école des hautes études en sciences sociales, donc là où on a fait notre thèse, et là c'était sur Taylor Swift en particulier, et plus particulièrement est-ce que Taylor Swift peut être un objet des sciences sociales ? Et la réponse est oui. Et la réponse est bien évidemment oui. Moi, au début, quand j'écoutais cette chanson, j'avais aucun concept de l'Americana. Et c'est vrai que c'est un sujet que j'ai vu arriver à plusieurs reprises et qui est quand même hyper intéressant. Si je le résume en une phrase, un ensemble de symboles qui va fédérer l'imaginaire national américain. Ouais, c'est plutôt correct. Dans toute cette Americana, on va retrouver alors plein de choses, à la fois une esthétique, un genre musical, une mémoire et surtout un récit. C'est vraiment une création d'une Amérique idéalisée et c'est vraiment intéressant parce que justement cette création de l'Amérique idéalisée, on va retrouver plein de symboles qu'on retrouve en fait beaucoup dans les chansons de Taylor, qu'on va retrouver bien sûr dans la culture américaine. Et je pense que ça peut être intéressant de faire un petit tour déjà dans un premier temps de quels sont ces symboles. Et après, on va essayer de faire des liens avec les chansons de Taylor. Tu as bien résumé l'esprit. Alors moi, je dis souvent en cours, ça va être assez terrible, mais je ne suis pas là, comme on l'a dit avec les filles, pour donner un cours, pas du tout. Mais je pense que c'est important de garder en mémoire que les États-Unis, c'est un pays très jeune, relativement jeune. Surtout, nous, vous adressez à un public français, même si il y a peut-être des Belges, des Canadiens qui vous écoutent. Et les États-Unis, c'est un pays jeune. Et donc cet enjeu, comme tu l'as souligné, de symbolique, de comment faire communauté, il est au cœur de la construction du pays. Et ça traverse tout le continent, et c'est vraiment central. Et donc oui, ces différents symboles, c'est ce qui fait sens de cette jeune nation que sont les États-Unis. Et c'est encore des choses d'ailleurs qu'on voit encore aujourd'hui. Ah oui, complètement. Ça traverse l'histoire politique, l'histoire sociale, et en fait, l'histoire hyper conflictuelle aussi des États-Unis. Ce n'est que ça, c'est quel est le sens qu'on donne collectivement à ce pays dont le grand mythe, c'est qu'il a été construit ex nihilo, en opposition à l'Empire britannique, qui lui, était l'empire millénaire. Nous, on a souhaité une nouvelle terre où on allait reprendre tout de A à Z autour de symboles et de valeurs fortes. Et donc ça traverse la vie des citoyens américains. Pour préparer cet épisode, Marie a eu la gentillesse de nous partager des documents très, très précis. J'avais l'impression de retourner à l'école et c'était passionnant d'ailleurs. Il y a plusieurs grandes lignes qu'on va évoquer ensemble. Un point important qu'il faut garder en tête, tu l'as un peu mentionné, c'est vraiment le rapport de pouvoir aux États-Unis qui s'illustre de trois manières dans le genre, souvent avec une omniprésence de l'homme et puis surtout avec un rapport très fort sur la société de l'homme. C'est avant tout une société d'hommes, les États-Unis. C'est une société de la figure du cow-boy,
où on va pousser les limites de la frontière. Hein. Le mythe de la frontière, il est hyper important dans la construction du grand récit américain. Alors, je pense que vous avez vu plein de films, plein de séries sur le sujet jusqu'à la frontière finale qui était l'espace, mais littéralement l'espace. C'est une thématique qu'on retrouve aussi chez Taylor, c'est pour ça que c'est intéressant. Et oui, c'est des figures, des corps masculins qui prennent l'espace. Alors évidemment, après, les États-Unis ont connu des grands mouvements féministes en réponse aussi à cela, et des mouvements féministes qui ont influencé différentes sociétés. Et donc oui, le rapport de genre, il est majeur. Et moi, je trouve ça hyper intéressant que la chanson et le documentaire s'appellent Miss Americana, justement, qu'elle ait insisté là-dessus et qu'elle se réapproprie justement un concept qui est très masculin et un genre musical même qui est encore très masculin. Oui, c'est vrai que d'avoir nommé cette chanson Miss Americana, c'est vraiment un symbole parce qu'on demande souvent aux femmes d'être parfaites, très souriantes, mais au final, donc d'être un peu des Miss parfaites, comme on retrouve d'ailleurs dans la chanson, hein, elle le dit, Page and Smile. Et finalement, en fait, elle n'est pas la Miss America, mais elle est la Miss Americana. Donc, c'est-à-dire qu'elle incarne complètement le concept de l'Americana, de la culture américaine. Oui, c'est ça. Et elle est face à, mais ça en reviendra, sur qui est le Heartbreak Prince en face. Et le Prince, il faut le savoir, hein, je reviens sur ça, mais les États-Unis, la lutte contre la couronne britannique aussi, elle est majeure. Hein. On déteste toutes les formes de royauté aux États-Unis. On est fasciné par ça. On va regarder le mariage de Kate et William, il n'y a pas de problème. Mais jamais on pourra avoir un prince ou une princess. Enfin, ça n'existe. Ça a pas royaume du fantasme, de la fantaisie. C'est quelque chose qu'on regarde de loin, les châteaux, etc. Parce qu'on n'a pas ça. On n'a pas ça aux États-Unis. Une des choses qui ressort aussi beaucoup dans les documents que tu nous as donnés, c'est forcément, donc on a dit une société d'hommes, mais surtout une société d'hommes blancs et qui, du coup, efface un petit peu les autres cultures, qui efface la culture noire, la culture hispanique, la culture amérindienne. Et du coup, c'est important de garder ça en tête parce qu'en fait, la valeur de référence, à mon sens, c'est vraiment l'homme blanc et pas les autres. C'est encore en lien, du coup, très intéressant avec le rapport de pouvoir qu'on évoquait tout à l'heure. Ah, mais complètement. Alors que je pense que pareil, les auditeurs et auditrices, ils l'apprennent pas. Les États-Unis, c'est une société multiculturelle, multiraciale, et c'était le cœur du projet du pays, d'accueillir tout le monde avec des grandes vagues de migration. Mais en réalité, toute la société états-unienne, comme tu l'as dit, elle est conçue pour un modèle, une norme très précise, celle d'un homme blanc, valide, qui appartient à la classe moyenne, qui va avoir son emploi bien rémunéré, son petit pavillon en banlieue qui symbolise le rêve américain. Et donc, ça va devenir la culture dominante, la culture de référence. C'est ça, l'Americana. L'Americana, c'est aussi un peu le sentiment de nostalgie de cette société, entre guillemets, plus simple, où on était contre hommes blancs, entre nous, à se regarder, à se dire, ah là, et là, on domine bien le pays, là. On est d'accord que ça, c'était un fantasme, au final. Ah bah bien sûr, évidemment que c'était. Enfin, la domination, non, la domination de l'homme blanc, c'était pas un fantasme. Par contre, le fait qu'il pensait être tout seul dans ce pays, ça oui, c'était un gros fantasme. Et dans les genres musicaux, il y a en fait, on l'oublie, mais il y a beaucoup de genres musicaux qui sont issus, comme tu l'as dit, de la culture noire. De la culture afro-américaine, y compris, et c'est un des grands sujets tabous de la musique aux États-Unis, la country. Et c'est le sens du projet musical là qu'a commencé Beyoncé depuis plusieurs années aussi, de se réapproprier ces genres. Et je pense que c'est important de le dire et de le souligner. Tu parlais tout à l'heure de nostalgie comme outil politique. Finalement, c'est l'Americana, ça va idéaliser quelque chose qui n'a pas existé, et ça se voit à travers plein de petits indices. On reparle de cette petite ville parfaite, des lycées qui ne connaissent pas les conflits raciaux, où ils sont tous blancs de toute façon. Et vraiment, on a une idée de l'innocence, l'adolescence, c'est vraiment quelque chose de parfait. Et du coup, ça va créer une sorte de nostalgie, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Et ça va nous aider finalement à faire deux choses, à dépolitiser les gens, à effacer un peu ce qui se passe et surtout à reconstruire cette Amérique qu'on a perdue, tu vois. Et ça fait vraiment écho au slogan des MAGA, Make America Great Again. C'est typiquement, on surfe là-dessus, quoi. Complètement. Et il n'y a rien de... En politique, la nostalgie, c'est un outil incroyable pour mobiliser les foules. Parce que, comme tu l'as dit, c'est fantasmé, ça n'a pas existé, donc c'est très facile. Ça appelle au cœur des gens de se dire, en fait, si tout va mal dans ma vie aujourd'hui, c'est à cause de la situation actuelle, et avant, tout allait bien. Et l'Americana aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un concept qui a été forgé par une vue de l'extérieur également. C'est-à-dire que les gens ont projeté des fantasmes sur l'Amérique,
y compris à partir du Royaume-Uni, de la France, etc. C'était un genre littéraire, par exemple, aussi hyper à la mode, où on continuait de nourrir ce fantasme de l'Amérique avec ses grands paysages, où tout est beau, où tout le monde va bien, où tout se passe bien. Et ça, moi, je trouve ça aussi intéressant dans le cas de Taylor, parce que Taylor, elle a quand même passé une bonne partie de son temps au Royaume-Uni. Et donc, elle a elle-même été dans cette position d'observer les États-Unis et ce que devenaient les États-Unis de l'autre côté de l'Atlantique. Et moi, je trouve ça assez intéressant aussi, ce parallèle. Finalement, quand elle écrit cet album Lover, donc ça fait déjà quelques années qu'elle est en Angleterre. Enfin, je sais pas si elle est tout le temps en Angleterre, elle fait des allers-retours, mais globalement, le fait de prendre du recul sur sa terre patrie et de pouvoir voir les choses d'un autre œil, c'est aussi pour ça que du coup, ça arrive à ce moment-là de sa carrière où elle commence à se dire, ça fait 3-4 ans que je vois les choses d'un autre œil et je vois les choses évoluer autrement. Parce que on va pas se mentir, hein, Taylor, c'est quand même un vrai produit de l'Amérique. On est sur un produit parfait, on est sur une jeune fille blanche, blonde, qui vient d'une famille plutôt aisée, dont les parents étaient dans la finance, la mère était fille de célébrité. Donc on coche beaucoup de cases de ce qui va le mieux, entre guillemets, en Amérique. Complètement. Complètement. Mais c'est marrant que tu dis ça, parce que moi, j'ai découvert Taylor Swift en France, et après, je suis allée aux États-Unis, j'ai étudié là-bas, j'ai vécu là-bas. Et je trouvais que ces chansons faisaient totalement sens une fois que tu étais aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des chansons de Taylor que j'ai écoutées, réécoutées aux États-Unis. Pareil, en étant dans la position d'être dans la voiture avec le paysage qui défile, de passer devant les grands lycées, de passer devant les zones pavillonnaires, de voir des filles comme Taylor. Moi, je les ai vues, les grandes filles blondes, hyper sympas, avec un sourire Colgate qui t'éblouit. Et en fait, en réécoutant certaines chansons, je me suis dit, mais ça fait tellement sens. Maintenant que je suis dans ce décor, parce que moi, je connaissais pas du tout les États-Unis avant d'étudier le pays, avant de commencer ma thèse sur le pays. Et je me disais, mais c'est totalement ça. C'est un pur produit des États-Unis. C'est un pur produit de l'Amérique. Pour moi, c'est une vraie artiste américaine, avec tout ce qu'il y a de positif, de négatif, qu'on peut aussi nous-mêmes transposer sur les États-Unis. Ça m'est apparu aussi clairement comme ça, alors que je consomme beaucoup de musique américaine, je pense comme beaucoup de monde, et je consomme beaucoup d'artistes qui inspirent Taylor aussi elle-même. Moi, j'ai été élevée dans le culte de Bob Dylan et de Bruce Springsteen chez moi. Et en fait, quand j'ai découvert Taylor Swift, je me suis dit, ouais, c'est vraiment la continuité. Et quand je suis allée aux États-Unis et que j'ai commencé à resituer un peu tout ce patchwork, ces liens entre elles, sa vie, cette culture que j'apprenais à connaître de mieux en mieux, pour moi, ça a fait sens et je me suis dit, ouais, c'est vraiment l'artiste américaine. Les célébrités qui représentent vraiment un symbole dans l'Amérique, il y en a de nombreux. T'en as parlé, Bob Dylan, Bruce Springsteen, eux, c'est vraiment l'incarnation. C'est ce que l'Amérique fait de mieux parce qu'en fait, ils viennent d'un milieu populaire, ce qu'on appelle la working class. Ce sont des hommes blancs qui font de la musique, on va dire de la folk ou du rock. Ils vont vraiment incarner ces idéaux américains. Et du coup, après sont arrivées les célébrités, il y en avait déjà, mais je pense pas autant sur la musique vraiment des grands symboles vivants féminins. Taylor vient s'inscrire dans cette lignée justement de l'incarnation des symboles de l'Amérique. Tout à l'heure, tu nous parlais du mythe de la frontière. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu et nous expliquer en quoi c'est vraiment essentiel pour comprendre la suite pour ce qu'on va évoquer après? Oui, bien sûr. Alors, le mythe de la frontière, c'est, comme vous le savez, les premiers colons sont arrivés dans cette vaste terre qui était les États-Unis, qui est une terre hostile, faut le dire. Il y a de la montagne, il y a des tempêtes, il y avait déjà à l'époque. Ils s'installent sur une partie limitée du territoire. Et en fait, le mythe de la frontière, c'est comment ces premiers colons vont s'étendre et vont apprivoiser cette terre. Et donc, la frontière, elle recule, la frontière du pays recule au fur et à mesure jusqu'à la conquête complète de l'espace états-unien qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, finalement, nous, on en avait aussi parlé dans un épisode de dire que Taylor Swift, au cours de sa carrière, elle a fait sa propre conquête de l'Ouest. On parlait de ça en parlant du fait qu'elle était partie de Pennsylvanie pour ensuite arriver à Nashville, pour ensuite aller conquérir Los Angeles. Et donc, finalement, on avait fait un peu un parallèle avec ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que ça se tient pas mal, parce que l'enjeu de l'espace géographique, il est majeur dans sa carrière à elle, et je pense qu'il est majeur dans la carrière de tout artiste aux États-Unis. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est immense.
C'est-à-dire qu'en tant que Français, je pense qu'on se rend pas bien compte, Ouais. de ce que c'est l'immensité de ce territoire. Et le parallèle avec la carrière de Taylor que vous avez fait, il me paraît extrêmement juste. Et en plus, elle s'en revendique, et même dans des albums plus tardifs, même dans Evermore, etc. Enfin, on retrouve ce truc de, oui, moi aussi, comme vous dites, j'ai réussi à conquérir le territoire états-unien, qui est un territoire difficile à apprivoiser dans sa totalité. Enfin, moi, en tant qu'américaniste, c'est une des premières choses que je dis, ça n'a pas de sens de parler des États-Unis en tant que tel, en tant qu'entité unique. C'est trop. Oui, puis même au sein des États-Unis, ils sont tellement différents. Quand tu regardes, il y a des impacts géographiques qui les imprègnent vraiment. Et tu vois que les personnes qui viennent du nord-est des États-Unis, de la Pennsylvanie, enfin toute cette partie-là autour de Washington, etc., c'est pas du tout les mêmes personnes que tu vas retrouver après en Californie ou même à la Nouvelle-Orléans ou en Floride ou au Texas. Il n'y a pas une Amérique, il y a des Amériques en fait, et ça te saute aux yeux quand tu commences à voyager et redécouvrir un peu les États-Unis. Oui. Du business de la même manière, tu vois. Moi, j'y suis aussi allée beaucoup sous un spectre business. Et ouais, tu fais pas du business de la même manière à New York et à Austin et à San Francisco, quoi. Et c'est autant de territoires différents, en fait, et autant de micro-cultures dans une seule et même culture. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que justement comment toutes ces personnes-là, elles arrivent à discuter entre elles et à se mettre d'accord sur une seule nation, alors que finalement elles sont si différentes, quoi. Enfin, moi, ça me fascine toujours autant, quoi. Oui et non, parce qu'après, d'un point de vue décisionnel, tu as l'État fédéral et tu as les lois fédérales, mais tu as aussi énormément de choses qui se décident locales. Parce que c'est tu as vrai. les lois de l'État, tu vas avoir parfois même les lois du comté. Et dans certains États, je pense notamment à l'État de New York, tu as la loi de New York qui s'applique. Donc en fait, ils se mettent d'accord sur une grosse entité, oui et non, quoi. Mais ils Disons sont que la d'accord grosse sur des entité, fantasmes. voilà, c'est exactement ça. C'est Ils sont la d'accord sur bannière des sous laquelle fantasmes. ils se Ouais, mettent. exactement. C'est ça, là, juste la description des différents niveaux d'échelons politiques, c'est le cœur de ma thèse. Moi, j'ai étudié à New York et à Boston, même entre New York et Boston, qui sont proches, hein, pourtant, hein, sur la carte, quand vous regardez, c'est vraiment pas loin. Ce n'est absolument pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes territoires. En fait, ça n'a rien à voir, mais comme vous le dites, ils sont jamais d'accord, ils seront jamais d'accord, ils sont d'accord sur rien. Enfin, ils sont d'accord sur rien, si, j'exagère, mais ils sont en désaccord sur énormément de choses. C'est un territoire de conflit, les États-Unis. C'est un territoire qui est traversé par des conflits majeurs. C'est un pays qui a connu une guerre civile, hein, on a tendance à l'oublier, mais c'est pas du tout anodin. Mais comme vous le dites, ils sont d'accord pour se réunir sous une bannière, symbolisée par le drapeau qu'on voit partout sur le territoire. Et ça, pareil, je pense, quand on est français, on n'a pas l'habitude, parce que nous, on voit notre drapeau sur les établissements publics gouvernementaux, et ça paraît normal. Aux États-Unis, non, non, non. Et moi, le plus gros que j'ai vu, je vous le dis, les filles, c'était à Mar-a-Lago, parce que j'ai eu l'immense joie de passer devant la demeure rose de Donald Trump, et j'ai halluciné devant la taille du mât et du drapeau. Et cette bannière, voilà, elle incarne ça. C'est vraiment l'idée que l'Amérique, c'est le pays libre. C'est le pays qui s'est libéré du joug du plus grand empire colonial que cette planète ait porté. C'est ceux qui ont réussi, qui ont gagné la guerre contre l'Empire britannique. Et à partir de là, ils ont fondé un mythe national. Et l'Americana, c'est ça. Et en fait, c'est une succession de mythes nationaux, de se dire, on a gagné, on a été les plus forts, on a réussi à conquérir un territoire qui, sur le papier, était impossible à conquérir, avec ces montagnes, ces tornades, ces tempêtes, l'espace immense, ça n'avait aucun sens. Et on a bâti une communauté politique. On a la plus vieille constitution du monde. C'est faux, mais c'est pas grave. On a la plus vieille constitution du monde et on l'a gardée, même si elle a aucun sens aujourd'hui, on s'en fiche. Et on fait une communauté tous ensemble. C'est vrai, on a un melting pot et regardez, ça fonctionne très bien. Alors que dans les faits, non, ça ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. Et l'Americana, c'est ça. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils arrivent à transmettre ces messages-là dès la jeunesse. Notamment dans les documents que tu nous as envoyés, on voit très bien, c'est vraiment via le lycée qui ressort comme étant un laboratoire social de l'Amérique, quoi. Ah bah oui. Vous savez, je pense qu'on a à peu près le même âge. Vous passez une bonne partie de votre vie à l'école. L'école, en fait, c'est la première institution politique généralement à laquelle vous êtes confronté dans votre vie. C'est-à-dire que vous sortez de votre famille et vous allez à l'école. L'école, comme tu l'as dit, c'est la formation à la citoyenneté, à la vie en communauté, à la vie avec les autres. Et l'école aux États-Unis, elle est tournée
vers, à nouveau, faire sens en tant que communauté nationale. Donc, on va retrouver le drapeau, on va chanter l'hymne, on va se retrouver autour de grands événements sportifs. Ne serait-ce que juste le serment tous les jours au drapeau. Le Tous les jours. serment au drapeau. Imaginez en France, tous les matins, petit serment à la République Ah bah, française. la culture française, je pense, bloquerait complètement. Nos auditeurs qui savent pas ce que j'évoque, c'est que tous les matins, dès le plus jeune âge, dès qu'ils rentrent à l'école, ils prêtent allégeance au drapeau américain. Donc, ils ont un petit serment qui disent tous ensemble, la main sur le cœur, et qui font tous les jours de la maternelle jusqu'à la fin de la terminale. Si vous voulez le vivre en France, il faut aller au cimetière américain qui existe en Normandie. Et ça, ils le font. C'est un symbole très fort. Et donc, le lycée, c'est un lieu de formation à cette citoyenneté, à cet esprit états-unien. Et comme tu l'as dit plus tôt, alors même que les conflits sociaux, raciaux se rejouent de manière perpétuelle également dans cet espace qu'est le lycée, avec des mécanismes de discrimination très forts. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de souffrance de manière générale à l'école, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, mais au lycée états-unien où il y a une pression sociale et très forte et où se rejouent des hiérarchies, tu l'as évoqué dans toutes les séries, les jocks, les geeks, les gens qui se font exclure socialement, etc. Oui, et puis le fait d'élire des personnes aussi, les reines de promo, le fait qu'il y ait des équipes avec les cheerleaders, enfin, il y a vraiment, ça crée déjà des groupes en fait. Mais tout est fait pour recréer des groupes et de la hiérarchie avec l'idée de pousser les élèves et les enfants à être la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, en poussant la compétition, en disant, voilà, à la fin, comme tu dis, il y a ces élections de la personne la plus drôle, la personne la plus sportive, celui qui a le plus de chances de finir à Harvard, etc. En fait, c'est une idée de compétition, qui est une idée extrêmement libérale, qui est au cœur, effectivement, du projet politique états-unien. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la chanson après. C'est le most likely to. Et aux États-Unis, je sais pas si c'est à chaque fin d'année, mais en tout cas, ils font des listes de personnes justement qui va finir à Harvard et tout. Et dans la chanson de Taylor, on va le retrouver most likely to. Et puis après, on va voir ça ensemble. En fait, la chanson, elle est truffée de références à ce concept-là et c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que je voulais qu'on en reparle un peu. Ce que j'ai retrouvé aussi dans les documents que tu nous as envoyés, c'est qu'il y a vraiment un rapport avec des inégalités de classe et qu'il y a vraiment justement cette idée de tout le monde peut y arriver, c'est le self-made man, donc c'est l'homme qui peut y arriver tout seul. On a cette petite ville d'Amérique, donc la small town, et puis on a aussi la working class et du coup qui va vraiment glorifier le travail, mais en fait c'est un peu romantiser tout ça, ça n'a rien de sincère. En fait, le travail, c'est difficile. La pauvreté, c'est pas joli. Et en fait, ils arrivent à rendre ça toujours un petit peu noble, alors qu'au final, ce sont quand même des choses qui sont très difficiles à vivre. Et c'est de ce que j'ai lu dans les documents, c'est que c'est vraiment un discours qui est en fait produit par des élites pour vraiment, entre guillemets, peut-être supprimer une sorte de rébellion, genre vous venez du bas, c'est mignon, vous allez pouvoir y arriver, vous avez la possibilité de réussir aussi. Exactement, mais ça c'est ce que tu as décrit, c'est le grand mythe du rêve américain, de dire effectivement si vous travaillez assez, vous allez y arriver et c'est un rêve qui est extrêmement consumériste, c'est une idéologie capitaliste, vraiment capitaliste, empreinte de l'idée de l'accumulation donc d'un capital matériel, donc la maison, la voiture, le chien, puis la famille, la femme et les enfants qui vont avec, effectivement. Et comme tu l'as dit, c'est un projet politique qui est porté par une classe politique qui a des intérêts elle-même à défendre, à savoir vendre ses produits généralement aux gens. C'est un cercle vertueux dans leur tête. C'est je produis, je vous vends, vous vous endettez pour acheter. Auprès de qui? Auprès de mon cousin. Et donc comme ça, nous restons riches pendant que vous continuez à travailler pour atteindre un jour notre niveau de vie potentiel. Et effectivement, comme tu l'as dit, la glorification de ce mythe, elle a été très forte, notamment à la sortie de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. C'est vraiment l'imagerie des années 50. Je pense à ça, je pense à Grease, qui est un des films que j'aime le plus au monde. J'adore cette comédie musicale, mais vraiment, on est sur un mythe global, quoi. Enfin... oui. Mais c'est partout, dans tout ce qu'on a pu voir, dans tous les films, dans toutes les séries qu'on a pu regarder, c'est hyper imprégné. Et moi, depuis tout à l'heure, pour avoir une référence un peu plus triviale, je pense aux Simpsons. Enfin, en fait, c'est quand même un foyer qui vit dans une maison plus que confortable, dans une petite ville fictive et avec une maison, tout ce qu'il y a de plus
classique aligné dans une rue de maisons qui se ressemblent toutes, et où la famille de 5 personnes, plus un chien bien sûr, vit sur le salaire de l'homme. Et finalement, pour moi, le meilleur moyen de résumer l'Americana, c'est ça, quoi. C'est les Simpsons. Non, mais c'est pas mal. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment middle class America. Voilà. C'est vraiment middle class America. Et après, les Simpsons, c'est tout ce qu'il y a de dysfonctionnel dans Oui. middle class America. Le but, c'est de planter le décor, comme tu as dit, le plus banal, auquel on peut le plus s'identifier, alors que effectivement, ça n'a rien de réaliste, surtout dans les États-Unis d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que dans les États-Unis d'aujourd'hui, les Simpsons, ils sont surendettés. Homer a été renvoyé et Marge a 4 boulots. Voilà, c'est Oui. la réalité. Et c'est planter ce décor. Et la middle class, c'est le grand fantasme associé au rêve américain, associé à l'Americana. Et c'est en fait, c'était une blague de sociologues et de personnes qui travaillent sur les États-Unis. Mais si vous demandez à quelqu'un, à n'importe qui aux États-Unis que vous allez croiser dans la rue, t'appartiens à quelle classe sociale, il va dire I'm middle class. J'appartiens à la classe moyenne. Mais c'est-à-dire que Taylor Swift, elle peut vous dire qu'elle est middle class, alors qu'elle est milliardaire. Et une personne qui vit dans un mobil-home va vous dire oui, si, je suis middle class, alors qu'elle n'a pas de maison. Et en fait, ça, c'est la victoire de ce mouvement idéologique qui a imprégné le pays, de se dire on est tous middle class, on n'est pas working class, on n'est pas élite, on n'est pas multimillionnaire. En fait, on appartient tous, on a tous les mêmes combats au quotidien de nourrir le chien, de remplir la voiture et de refaire la cuisine et de tondre la pelouse, en fait, si on en a envie. Alors que non. Non, 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 vous êtes structurés. Il y a des gens qui gagnent moins, il y a des gens qui gagnent beaucoup plus. Et ça revient sur ce que tu as dit, Natacha. On a étouffé ce sentiment de classe aux États-Unis. Il a été étouffé de manière très forte. Alors nous, on est en France, on est un pays où on a eu un parti communiste à 25%. C'est un temps que nous n'avons pas connu et que vos jeunes auditeurs ne peuvent pas connaître, évidemment. Mais nous, on a eu en France une construction, justement, par rapport à cet enjeu de classe qui a été très fort pendant très longtemps, qui a imprégné le pays. En France, personne ne vous aurait dit dans les années 80, 90% des gens appartiennent à la classe moyenne. Non, 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 les gens ils s'identifiaient à la classe ouvrière, aux élites, etc. Aux États-Unis, non. En plus, vous avez un syndicalisme qui est très faible. Enfin, c'est le pays du libéralisme absolu parce que le libéralisme a gagné là-bas, mais a écrasé tout le monde. Donc oui, l'Americana, c'est aussi ça, avec cette idée de liberté absolue, de tout le monde peut réussir. Alors qu'en vrai, c'est les hommes blancs. On en revient à ce qu'on disait au début. Ceux qui réussissent le plus aux États-Unis, c'est les hommes blancs qui étaient déjà privilégiés et qui venaient déjà de milieux privilégiés. Alors aujourd'hui, ça fonctionne de moins en moins, le rêve américain. Il faut l'avouer, il y a eu de grands mouvements critiques et j'ai envie de dire encore heureux. Et les États-Unis sont traversés à nouveau par des mouvements sociaux très forts. Mais force est de constater que c'est un mythe qui occupe encore une place importante. Ouais, je pense que les gens là-bas ont envie d'y croire, au même titre qu'ils ont envie de croire à une religion, finalement. Ouais, complètement. Bah, la manière dont tu mets ta main sur le cœur et tu portes serment, c'est un peu la même chose. Hein. Désolée, mais on est au-delà de la croyance là. Hein. Ah, on est au-delà de ça. Et je reviens à un comparatif Royaume-Uni-États-Unis. Donc, je posais la question, lequel de ces deux pays est laïque selon vous? Et donc, ça loupait jamais. Généralement, ils me disaient le Royaume-Uni. Je disais, non. Le Royaume-Uni, il y a une religion d'État. C'est Charles qui est l'incarnation de Dieu de l'Église anglicane. Je disais, non, c'est pas laïque le Royaume-Uni. Je disais, c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est laïque. Mais dans la pratique, à aucun moment vous vous dites que ce pays n'est laïque. Je veux dire, même dans ce qui n'est pas religieux, il y a une instillation du religieux dans les rites à l'école. Les présidents ils prêtent serment sur la Bible. Enfin, il y a besoin de ça. Il y a vraiment un besoin important de cela. Ouais. Et à la lumière de ça, on comprend aussi beaucoup mieux tout le vocabulaire religieux chez Taylor Swift. Taylor, pour moi, c'est les traversées de tout ça. Elle y a réfléchi, elle a eu un recul critique là-dessus. Et je pense que la chanson Miss Americana, c'est vraiment ça. C'est vraiment un moment où, comme c'est toi qui l'as dit, je crois, Natacha, elle a observé de loin aussi, elle a pris un recul critique pendant plusieurs années en s'interrogeant sur ce qu'elle avait vécu, sur la façon dont elle avait été élevée et comment elle-même réfléchissait là-dessus. Mais maintenant, moi, ça ne me surprend pas qu'une personne qui a eu la vie de Taylor Swift, qui a une vie extrêmement privilégiée, on l'a dit, et pas eu cette prise de conscience plus tôt. Je veux dire, il y a plein de gens qui n'ont jamais cette prise de conscience dans leur vie. Je pense que
En fait, la succession des événements qui arrivaient, on va en parler. Il y a une comparaison dans Miss Americana avec le bal de promo comme étant un rite de passage. Un peu son rite de passage à elle, elle cherchait à devenir une artiste. Son rite de passage, c'était vraiment la saison des awards et d'avoir de la reconnaissance de son industrie. Je pense que le rite de passage, et on en a déjà parlé 500 000 fois, mais on va le redire aujourd'hui, ce qui s'est passé au VMAs avec Kanye, ça a été vraiment structurant et je pense que ça a été un point de bascule pour elle dans son analyse aussi de l'industrie et de l'Amérique aussi, sur tout ce qui s'est passé après. Et je pense qu'il y a vraiment eu deux Taylor presque, en fait, je dirais. Celle qui se posait pas de questions, des yeux qui se sont ouverts et je pense que ça s'est fait aussi avec les personnes qu'elle a commencé à fréquenter, qui venaient pas forcément des États-Unis et du coup qui lui ont apporté un questionnement justement sur qu'est-ce que je suis en tant que produit américain et qu'est-ce que je suis en tant que produit américain de l'industrie de la musique. Cet Complètement avant-après, d'accord. comme tu le disais tout à l'heure, Marie, cet avant-après un peu 2019, par là, où elle avait passé beaucoup de temps au Royaume-Uni, où du coup elle a pris du recul. Et en fait, d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'elle a choisi de rompre son silence sur ses positions politiques. Et d'ailleurs, en le faisant dans le documentaire Miss Americana. Donc là, pour le coup, le symbole est très fort parce que elle intitule ça Miss Americana comme pour dire je me revendique de Ouais, de ce mythe. Et en fait, à l'intérieur du documentaire, je le casse, ce mythe. complètement. Donc, donc, je trouve ça hyper intéressant. Et en effet, pour moi, je suis d'accord avec toi, Natacha, qu'il y a eu cet avant-après 2009 avec les VMAs. Mais pour moi, il y a aussi cet avant-après 2019 avec cet album Lover et avec notamment Miss Americana, où elle prend du recul sur son propre pays, quoi. Mais moi, j'aimerais bien revenir aussi sur les VMA et sur 2019. Je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit et je pense que le parallèle avec les Pageant Queens, enfin, je pense que ça fonctionne extrêmement bien. 2009, pour moi, ça met Taylor aussi dans une situation très délicate, dans le sens où ça a été présenté comme un conflit racial également. Ça, on ne peut pas y échapper. Ah Aux oui, c'est vrai. États-Unis, la lecture raciale, c'est impossible. C'est impossible. Alors en France, on est universaliste, on ne voit pas les couleurs, blablabla. Bla, bla, ok, d'accord. Pas aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, non, non. Et là, en fait, c'était vraiment l'opposition entre, oui, la good girl, la good country girl avec sa petite robe et ses petites boucles. Elle est très blanche. Elle incarne ça, Taylor. Elle est vraiment cette Amérique-là versus Kanye West, l'homme noir qui, pour le coup, vient d'un milieu très défavorisé, qui a lutté pour en arriver là, qui était surtout à l'époque le porte-parole de cette culture et de cette partie de l'Amérique-là. Et en fait, il a de facto provoqué un conflit comme ça la pauvre Taylor Swift, j'ai envie de dire, c'est pas de sa faute. Hein. Enfin, elle n'était pas du tout responsable. Mais elle a été aussi traînée malgré elle dans cette histoire. L'épisode, il a été traumatisant pour elle, mais je pense que c'était très inconfortable aussi de se prononcer contre Kanye West. Je me mets à la place des équipes aussi de Taylor Swift à cette époque, qui eux avaient parfaitement conscience de ce qui était en train de se jouer, de se dire mais là on va pas aller s'attaquer à un homme noir. Enfin, c'est pas. Ouais. On va pas du haut de nous, notre artiste, c'est la petite Miss parfaite de l'Amérique blanche, dire c'est la faute du grand monsieur noir. Alors que je pense que Kanye West, lui, en avait parfaitement conscience. En plus, la parole qu'il portait, c'était de dire, en fait, les VMA, c'est raciste parce que c'est Beyoncé qui aurait dû être récompensée. C'était ça, hein, le fond de son message. C'était clairement ça. C'était lui, il allait au contraire sur le conflit racial. Mais du coup, je pense que Taylor, elle a été dépossédée aussi de son identité personnelle. Là, elle n'était pas juste Taylor Swift. Elle était la fille blanche de l'Amérique. Je ne sais pas si elle en a eu conscience, comment aussi elle a dû ressentir ça personnellement. Et c'est quelque chose qui lui a collé à la peau pendant aussi très longtemps, jusqu'à 2016. Et alors là, le pic... Je remarque qu'on a un peu retrouvé là avec Life of a Sugar. Le pic de la princesse Ariane, les ultra-conservateurs qui se sont réappropriés sa figure complètement en disant en fait c'est ça la vraie Amérique, c'est Taylor Swift et c'est notre queen à nous et là où elle s'est prononcée en disant non associez pas à ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, enfin certes je suis grande blonde aux yeux bleus mais c'est pas pour autant que je suis d'accord avec vous. Mais je pense qu'elle a toujours été en partie dépossédée aussi et du coup le geste Miss Americana, comme vous disiez, de se réapproprier ce truc, de le dire, de le mettre en titre du documentaire. Et en fait, le documentaire parle de son awakening politique, où elle fait un coming out démocrate en disant « J'assume aussi ces contradictions apparentes.
Ok, je suis la fille blonde aux yeux bleus, chrétienne, qui a grandi en partie au Tennessee, puisque c'est là où elle a forgé aussi son identité musicale, etc. Ok, je l'assume. Il n'y a pas de problème. Je l'assume, c'est moi. Ouais, j'avais les petites jupes tranquilles, j'avais les cheveux blonds, je parlais pas politique, j'étais hyper lisse. Mais en fait, là, je suis une femme adulte. Et je vous le dis, je suis pas du tout d'accord avec vous. Je vous le fais savoir. Oui, et Je puis ce trouve. documentaire, pour moi, il vient aussi, tu vois, tu parlais, Marie, de ces contradictions, de dire, bah oui, j'ai une partie de moi qui est la petite fille chérie de l'Amérique, elle parle dans le documentaire des Tennessee Christian Values, et oui, ça fait partie de mon identité. Et en même temps, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit de ces fameuses Tennessee Christian Values qui sont déformées au profit d'un discours politique. Et je pense que finalement, c'est aussi apporter de la nuance dans un monde, dans un pays aux États-Unis, mais dans un monde de manière générale où la nuance n'a plus beaucoup de place, où il faut être tout blanc ou tout noir, il faut dire oui ou non, il faut avoir des idées très marquées, très extrêmes pour être entendu. Et ben, je trouve que pour le coup, dans ce discours-là, elle apporte de la nuance et en fait, ce qui est plutôt, à mon sens, la preuve d'une intelligence que d'être nuancé. On ne peut pas être extrême dans tout le temps. Je dirais, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a beaucoup de gris dans le monde. Et donc, le fait qu'elle assume ces contradictions-là, bah, je pense que c'est aussi pointer du doigt l'hypocrisie de ceux qui n'ont pas de nuance. Je suis très d'accord avec cette analyse. Hein. Et je pense que c'est aussi un moyen de recentrer le concept d'Americana, qui a été très fantasmé, ce qu'on disait un peu au début, et de dire en fait, c'est pas ça l'Americana. Vous n'avez pas saisi, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas les bases de ce que c'est. Comme tu le dis, l'Americana, c'est un espace de nuances, c'est un espace où peuvent vivre les contradictions, c'est un espace où peut vivre tout le monde. Je pense que c'est aussi de dire, en fait, c'est ça les États-Unis. Et vous faites le choix de ne pas le comprendre, plutôt, vous volontairement, vous l'ignorez et vous le tordez et vous le caricaturez. Et effectivement, elle arrive en disant, bah non, moi je me pose dans cette continuité, je m'inscris dans la continuité aussi d'artistes. Je pense que c'est très fort d'artistes qui m'ont précédé et qui ont raconté ça. Et qui ont raconté ces différentes shades de ce que c'est que les États-Unis. Après, il ne faut pas se leurrer, c'est aussi un moyen de ne s'attirer les foudres de personne. Bien sûr, c'est aussi ça. Moi, ça me fait tout sport parfois les images du documentaire quand elle est très excitée, quand elle écrit son post de soutien Instagram et on sent que pour elle, c'est son grand moment de formation politique, quoi. Alors moi qui suis habituée à aller en manif, aux AG dans les facs, quand on a une culture politique plus poussée, moi, ça m'a fait rire, hein. Je l'avoue, hein. J'étais oh, elle est mignonne. Bon, après, il faut remettre à l'échelle, c'est-à-dire qu'elle, même si elle prend une position qui n'est pas risquée, elle prend quand même un risque. Ah, c'est un risque. Pour elle, toute prise de position est un risque. Il faut le dire très clairement. Donc, même si on dit elle est mignonne parce qu'elle est nuancée, ça reste un risque. Non. Ah non, mais c'est un risque majeur. Enfin, je veux dire, d'un point de vue business pur et dur, c'est un risque de prendre une forme de parole politique. Parce qu'à nouveau, le meilleur ami du capitalisme, c'est le statu quo. Tout ce qui est en dehors du statu quo, et même un micro-pas à côté, c'est un risque de d'effondrement massif. Du coup, elle a pris un risque. Et je comprends pourquoi elle prend plus forcément ces risques aussi aujourd'hui. Parce qu'elle a atteint un tel stade, c'est la superstar numéro 1 mondiale, que son niveau de responsabilité, là, on ne peut pas l'imaginer. Je comprends que ce soit frustrant. C'est intéressant parce qu'il y a plein de gens maintenant qui se réfèrent à ce qui s'est passé au niveau de Miss Americana. Le documentaire, la chanson où elle assume. Je veux dire, il y a plein de références aussi dans la chanson We Painted the City Blue. Blue, c'est évidemment, c'est la couleur de la dépression, de la tristesse. C'est aussi la couleur du Parti démocrate. Et c'est pas du tout, je pense, une coïncidence. Hein. Elle assume cela. D'autant que normalement, l'expression, c'est Paint the Town Red. Red, qui est la couleur du Parti républicain. Qui est la couleur du Parti républicain. Et donc là, c'est un twist massif de l'assumer comme ça. Et donc, je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui soient frustrés en me disant, mais elle est où cette Taylor-là de 2019 ? Elle est où cette Taylor qui faisait des chansons sur les droits LGBTQIA+, elle est où cette Taylor qui nous sortait The Man, qui sortait Miss Americana en disant bon bah là en fait je vois que mon pays est en train d'être détruit, que les méchants ont gagné, que tout part en vrille. Elle est où aujourd'hui cette Taylor là? Mais j'ai envie de dire c'est pas du tout la même Taylor et c'est pas le même positionnement.
La Taylor de 2019, elle revient après une période compliquée. C'est pas la même chose Elle qu'aujourd'hui. sort déjà avec un étranger qui lui a Aussi, quand ouais. même fait prendre conscience de plein de choses du prisme culturel dans lequel elle vivait, alors que la Taylor de 2025, elle sort avec un footballeur américain. Et oui, On n'est mais plus oui. sur le contexte n'est plus du tout le même, quoi. Je pense que c'est pas du tout la même chose. Après, je veux pas faire un faux procès non plus à Travis, Non. Kelce. Lui-même, il a eu des prises de position marquées en faveur des droits des minorités. Je crois qu'il a dit qu'il votait démocrate. Enfin, je sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Hein, peut-être que c'est le gros fan de MAGA, mais en tout cas, dans ce qu'il renvoie de l'extérieur et de ses déclarations, c'est pas Non. le cas. Maintenant, oui, En fait, c'est le footballeur. Voilà, Hyper ce que je symbolique. voulais souligner, c'est qu'en fait, dans l'image aussi de ce que Ouais. c'est qu'elle sort avec le footballeur américain, genre un des footballeurs les plus populaires du moment, quoi. Du lycée. Donc, du lycée. Du lycée. Voilà, exactement. Allons-y, passons à la chanson. Je vous propose Ouais. qu'on l'utilise ça. Miss America and the Heartbreak Prince, c'est une manière d'utiliser le lycée comme une métaphore de l'Amérique contemporaine. Et on va reprendre les codes de l'Americana qu'on a évoqués auparavant et on va un petit peu les twister, voire même les retourner contre eux. Et donc, du coup, on va retrouver, bien sûr, pour commencer, le lycée. Le lycée qu'on a vu qui était vraiment un microcosme politique. Là, elle nous explique qu'on retrouve un lycée hostile, hiérarchisé, agressif. C'est vraiment, bah voilà, l'Amérique en fait, elle est comme ça aujourd'hui, elle est sous tension et on détourne un petit peu cette image de high school innocence, donc vraiment l'innocence du lycée, pour en fait en arriver à un champ de bataille politique et social. Et ça se voit par plusieurs symboles. Le premier, bah, c'est les cheerleaders qui deviennent des images conformistes d'une féminité obligatoire, entre guillemets. On a le homecoming, qui est donc un événement de passage lié à un vote populaire et avec une hiérarchie sociale. Et puis on retrouve aussi le marching band, donc la fanfare, qui est l'illustration d'un patriotisme un peu forcé. Et ça, clairement, tout ça, c'est l'illustration du régime américain, que j'aime beaucoup aussi dans cette chanson. Quand elle fait son refrain, il y a beaucoup le And I don't want you to go. Il y a des gens derrière qui crient And I want you to fight, and I want to win. Et en fait, ça, c'est les cheerleaders qui font ça. Oui. C'est typiquement un discours des cheerleaders qui sont autour, qui ont que des verbes d'action. Et je trouve que c'est très subtilement distillé dans la chanson parce qu'on s'en rend pas compte et finalement on chante ça sans se rendre compte qu'en fait c'est un autre personnage qui vient encourager notre Miss Americana et notre Heartbreak Prince. C'est un excellent résumé. Et en plus, je trouve que c'est une réponse à... Parce que c'est des images qui sont fortement mobilisées, notamment dans Fearless, le matching band, etc. Ça fait penser à 15, ça fait évidemment penser à la chanson Crazier, et là, voilà, 2008, chanter la chanteuse dans In the Barn, là, j'y pense parce qu'il y a eu l'anniversaire, là, les 20 ans d'Anna Montana, là. Honorine et Ablequin. Ah oui, voilà. J'ai vu Miley Cyrus qui disait, bah oui, en fait, on cherchait une chanteuse pas très connue qui accepterait de sing in a barn avec nous, et bah ça a été Taylor. Enfin, je veux dire, l'expérience du lycée aux États-Unis, tout le monde globalement est allé au lycée. Tout le monde voit ça. Tout le monde a ces images-là en tête. Tout ce que tu as évoqué, et comme tu le dis, même les chants des cheerleaders, etc. Voilà, aux États-Unis, ça parle. Ça Mais parle même pas que complètement. aux États-Unis finalement, parce que même nous qui sommes pas allés au lycée des États-Unis, on a toutes les images en tête. Donc, Ouais, bah On oui. a vu High School Musical, voilà, merci. Voilà, c'est ça. C'est exactement, ouais, non, mais c'est exactement ça. Je me dis, si on avait l'équivalent en France, je sais pas, la chanson, elle parlerait du Crous, quoi. Enfin, faut trouver du Crous et du club de théâtre. Ce serait un peu ça, mais c'est vraiment se réapproprier ce récit et en fait, pour raconter, comme tu l'as dit, pour raconter ce qui s'est passé, ce qui s'est passé en 2016 avec l'élection de Donald Trump et les conséquences aujourd'hui et comment elle le ressent. Et elle le ressent de manière extrêmement négative. Enfin, c'est aussi le sens. Et c'est marrant parce que c'est une chanson qui est très catchy, voilà, avec des chœurs, etc. Comme tu l'as dit en introduction, elle l'a choisi. Le premier morceau officiel du Eras Tour, alors, parce qu'il y a la phrase iconique de It's been a long time coming, évidemment, ça ouais, mais je pense qu'il fonctionnait. y avait une autre idée derrière Mais quand même. moi aussi, je pense qu'il y avait clairement une autre idée, puisque au moment où elle annonce le Eras Tour, il n'y a que des dates aussi aux États-Unis, il faut le dire. Hein, voilà, c'est sa chanson politique.
C'est sa chanson politique et elle l'assume comme telle. Et le choisir en première chanson alors que tu remontes sur scène après plusieurs années, pour moi, c'est pas du tout anodin. C'est se réaffirmer comme la Miss Americana et dire I'm back mais je reviens aussi avec toute cette histoire-là, quoi. Ce qui est hyper intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que pour moi, aujourd'hui, tu demandes à n'importe quel fan de Taylor Swift, c'est quoi, à ton avis, la chanson politique de Taylor Swift? Je pense que 95% des gens te répondent You Need to Calm Down. Ouais. Alors qu'en fait, quand on lit entre les lignes de Miss Americana and the Heartbreak Prince, cette chanson est bien plus éminemment politique que You Need to Calm Down, qui est certes un parti pris et un très bon parti pris. Enfin voilà, c'est pas le sujet. Mais c'est un parti pris, mais qui n'est pas un parti pris aussi politique que Miss Americana. On a quand même cette phrase dans le premier couplet où elle nous dit American Glory faded before me. Je veux dire, quand on regarde un peu, quand on s'attarde un peu sur les paroles de cette chanson, on a toute l'élection de 2016 qui se déroule sous nos yeux, couvert par une métaphore du lycée et d'un Heartbreak Prince et d'une équipe qui perd potentiellement un match. Mais en fait, cette équipe qui perd un match, c'est l'équipe des démocrates, quoi. En fait, ils ont utilisé la romance comme une métaphore d'une nation en crise. C'est comme si c'était une histoire d'amour malheureuse, mais en fait, l'histoire d'amour malheureuse, c'est surtout le reflet d'un pays qui était divisé. C'est pas juste une histoire d'amoureux d'adolescence, c'est vraiment l'allégorie d'une Amérique qui a été blessée et coupée en deux. Complètement. Et elle est témoin de ça et en même temps, elle fuit. C'est-à-dire qu'elle a réussi à... Elle part parce qu'elle supporte pas ça aussi non plus. Elle le dit clairement, la chanson, c'est affirmer, c'est dire moi-même, je ne le supporte pas en fait. Les bad guys ont gagné, boys will be boys. Enfin, il y a beaucoup de choses très fortes, référence au sexisme, on l'a peut-être oublié, mais la campagne de 2016 de Donald Trump, elle était d'une misogynie crasse qu'on n'avait jamais vue. C'était une campagne très violente. 2016 aussi, hein. Et pourtant les États-Unis ont une histoire politique très violente, mais 2016 c'était terrible. Pareil quand elle dit Where are the wise men? Tu vois, Honorine, tu parlais de nuances, ça n'existe plus, ça c'est fini. Là c'est fini, 2016, et ça devient compliqué. Et oui, le fait que ce soit les verbes fight, win, go qui sont répétés comme ça, je pense que c'est aussi un moyen pour elle de dire ok, on n'a peut-être pas totalement perdu non plus. On peut se réveiller tous ensemble. Elle sort ça en 2019, l'année électorale aux États-Unis, hein, c'est comme en France, hein, on est perpétuellement en élection, exactement, et donc juste avant la prochaine présidentielle. Mais moi, je trouvais ça marrant qu'elle n'en ait pas fait, parce qu'elle a aussi écrit Only the Young. Elle parle dans le documentaire qu'elle affirme aussi comme un hymne politique adressé à la jeunesse des États-Unis pour les encourager globalement à se mobiliser pour la prochaine élection. Hein. C'est clairement ça le message, mais alors que pour moi, Miss Americana encourage aussi beaucoup à ça. Miss Americana and the Heartbreak Prince, c'est aussi ça l'idée. Et c'est pour ça que c'est très catchy. On est déprimé, mais on est là. Fight, go, win. On peut le refaire, quoi. On peut réessayer, on peut regagner le match parce que le match, il arrive. Le match retour, en fait. Il est présent. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise cette image, cette allégorie du bal de promo qu'on retrouve. Alors, le bal de promo, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent quand même dans les chansons de Taylor. On en a parlé récemment dans Ruin the Friendship. On en parle dans You Belong With Me, je crois aussi, non? Oui, bien sûr. Oui. Dans l'Americana classique, le bal de promo, c'est donc l'apothéose de l'innocence américaine, le rite de passage. Et en fait, dans cette chanson, le bal de promo, ça devient un lieu de trahison, un espace de danger et une perte d'innocence. Donc clairement, ça va pas du tout dans ce bal de promo. Et tout ce qu'elle a envie, c'est de partir en courant. Elle le dit d'ailleurs dans la chanson. Parce que je pense que, comme tu l'as dit, c'est l'élection de 2016. Je pense que c'est aussi l'innocence perdue. Taylor, elle est née en 1989, donc le président de son enfance, c'était Bush, on va dire, c'est George Bush. Oui, elle est née sous senior, mais je pense qu'elle a un peu grandi sous junior, contexte de la guerre en Irak. Le président de sa vie d'adulte, c'est Barack Obama, on va dire. On va simplifier comme ça. C'est les 2 mandats d'Obama, en plus qu'il l'avait défendu après l'histoire des VMA, donc je pense que c'est aussi symbolique. Et du coup, la 2016,
ces ruptures-là, ces grosses ruptures et ces prises de conscience de là, en fait, la personne qui arrive et qui bouscule et qui vient bouleverser le bal de promo, celui qui a été élu roi du lycée, c'est quand même une autre ambiance que Barack Obama, qu'on avait connu juste avant et qui est vraiment le président des élites démocrates, Obama. C'est vraiment ça. C'est vraiment le président des gens comme Taylor. Et là, je pense que ça correspond aussi à ce que tu as décrit, ce moment de trahison, de perte d'innocence, de prise de conscience, de là, mais là, qu'est-ce qui se passe là? Tout est en train de nous échapper. Pour moi, j'imagine vraiment Donald Trump qui arrive comme ça avec sa couronne de prom king, de ça y est, c'est moi qui ai Mais gagné. c'est d'ailleurs ce qu'elle dit. Hein. Elle dit I'm feeling hopeless, donc je me sens sans espoir. J'ai déchiré ma robe du bal de promo et à travers c'est quoi les cornrows, c'est Les ronces, enfin, les épines. épines. Je vois les résultats, je vois le scoreboard et je me suis mis à courir, quoi. Donc c'est vraiment que à la fois elle est prise par ce désespoir, mais aussi par cette peur, je pense, se dire mais en fait où est-ce qu'on va? C'est la fin du rêve américain presque. Complètement. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que tu as totalement raison. C'est la fin du rêve américain qu'on décrivait. Et on revient à ce titre de Miss Americana, de se renommer, de dire, je pense que c'est aussi un moyen pour elle de dire, je vais essayer de sauver ce qui reste. Je vais, au contraire, moi, Taylor Swift, essayer d'assumer cette Americana-là parce que j'y crois et parce qu'elle est importante. Et parce que c'est pas du tout ce récit-là qu'on vous a vendu durant cette élection, fondé sur une nostalgie d'une époque qui n'existait pas, en fait, et qui ne va pas réexister. On ne va pas rebasculer dans une Amérique blanche. Et je pense que c'est très fort pour moi, ce fait qu'elle prenne ce titre de Miss Americana. C'est comme si elle reprenait aussi une couronne d'une certaine façon. Une couronne, pour moi, qu'elle hérite d'artistes précédents qui étaient des hommes, en plus, comme on l'a dit au début, des hommes blancs, Dylan, Springsteen, etc. C'est aussi une masculinité blanche, et dans leurs chansons, ça se ressent beaucoup. Et elle le reprend en disant, voilà, je vais assumer, et je vais assumer les contradictions, je vais assumer les nuances, et voilà, on va essayer de reconstruire quelque chose ensemble aussi. C'était un peu l'idée. Ouais, et pour autant, elle a cette phrase que tu disais un petit peu tout à l'heure, Natacha, et dont on a parlé aussi avec Marie, où elle dit We're so sad we paint the town blue. Donc voilà, c'est vraiment ce truc de on est hyper triste, et donc avec ce blue de la couleur de la tristesse, mais aussi de la couleur du Parti démocrate. Et pour autant, après, elle dit Voted most likely to run away with you. Donc j'ai été élue celle qui est la plus susceptible de me barrer avec toi. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit côté genre, je quitte le navire, quoi? Il y a aussi ça, et puis je pense qu'elle faisait aussi référence à la vague de critiques médiatiques qu'elle avait subie également, et où elle a voulu disparaître. Je pense que c'est aussi une référence à ça. Et elle le dit d'ailleurs dans le documentaire, elle disait mais si j'avais pris la parole à l'élection de 2016, en fait, j'aurais sûrement fait plus de tort à Hillary Clinton globalement qu'autre chose. Ce en quoi elle a peut-être pas tort. C'est possible, et on a vu là avec la dernière élection, avec le soutien de toutes les stars envers Kamala Harris, a joué en partie en sa défaveur, parce que ça donnait l'image de quelqu'un de très déconnecté de la réalité des États-Unis. C'est-à-dire que c'était très bien d'avoir Katy Perry qui venait chanter, mais Katy Perry, c'est pas l'américaine moyenne. Enfin, c'est pas... Et moi, je trouvais qu'en disant ça, Taylor, elle avait raison, parce qu'elle savait aussi qu'elle avait une aura très négative derrière elle, qu'elle engrangeait. Mais après, c'est vrai qu'il y a un aspect quitter le navire et avoir le luxe de pouvoir quitter le navire. C'est aussi ça. Et de pouvoir quitter le navire. Alors du coup, Marie, tu l'as un petit peu teasé au début, mais je pense qu'il est temps de le révéler. Avec le Heartbreak Prince, qui est-il? Mais qui est le Heartbreak Prince? C'est qui le Heartbreak Prince, en fait, dans cette chanson? Parce que... c'est plus un héros, du coup. Ah non, c'est plus du tout le héros. On a évoqué les contes de fées, etc., où c'est le prince qui vient sauver. Mais là, en fait, le prince, il est abattu. Il est heartbreak, il a le cœur brisé. En fait, c'est qui? Est-ce que c'est l'esprit fondamental de l'Amérique que défend Taylor, qui est une Amérique où tout le monde peut venir tel qu'il est, où on vit tous ensemble, on fait sens de communauté, tout le monde est libre de devenir ce qu'il est, d'être ce qu'il est, et ce qui fait référence aussi à ses autres chansons, You Need to Calm Down. Et donc là, le Prince, il est heartbreak parce que il a perdu, c'est fini, ça ne va plus être cette Amérique-là. Pas quand on a à la tête de cette Amérique Donald Trump. C'est un système qui fonctionne plus, quoi. Ça fonctionne plus. Donc, est-ce que c'est une image du système, ou est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une personne réelle de l'entourage de Taylor? En fait, moi, je me suis beaucoup posé la question quand j'ai entendu la chanson pour la première fois.
Parce qu'évidemment, sur l'album Lover, on voit les titres. Je me suis dit, mais de qui elle parle? Je dis, mais je comprends pas, l'album s'appelle Lover. J'ai dit, il peut pas être Heartbreak, Joe. Il n'est pas. C'est l'album de Joe, là, c'est Lover, c'est pas. Parce qu'en plus, Prince, je me suis dit, bah oui, il est britannique, donc évidemment, voilà, ça va être lui le Prince, quoi. Parce qu'ils ont encore une monarchie, mais en fait, je ne pense pas que ce soit ça. Je me suis même demandé si c'était pas aussi une image d'elle-même. Si elle n'était pas et la Miss Americana et le Heartbreak Prince. Elle joue les deux. Pour moi, ça peut faire écho à un autre moment où elle se réapproprie cette image masculine très forte. C'est dans Cowboy Like Me, moi qui est une de mes chansons préférées, où elle devient le cowboy également. Et donc là, je me suis dit, en fait, elle est les deux. Elle est Miss Americana et elle est le Heartbreak Prince. Elle assume complètement cette dualité d'identité. C'est fou parce que Lover, elle l'a quand même vendu comme étant un album qui fait écho à toutes les facettes de l'amour. Bah, ça peut être l'amour national, parce qu'elle est très quand même America, Taylor. Elle aime beaucoup les États-Unis, elle s'en est jamais cachée. Du début de sa carrière jusqu'à nos jours, elle aime son pays. Et on n'est pas là pour la juger là-dessus. Hein. Voilà. Je pense qu'elle aime vraiment son pays, sincèrement, et toutes les contradictions qui vont avec. Et du coup, pour moi, c'est une chanson là-dessus. C'est un peu une chanson sur l'amour national, mais un amour national déçu, puisque là, c'est plus l'Amérique qu'elle aime. C'est fini. Bah justement, dans cette Amérique qu'elle déteste, on retrouve toute une critique de cette masculinité toxique et du pouvoir. Donc, on a les boys qui ricanent, on a les capitaines d'équipes sportives, on a toutes les élites scolaires, donc ceux qui vont après intégrer des grandes universités, etc. Tout ça, c'est des figures masculines très dominantes du mythe américain. Et elle, après, elle fait le lien avec justement ce qu'elle a vécu, la pression de la conformité, le patriarcat, donc on lui demande de faire les choses, mais surtout qu'elle n'en dise pas trop. La culture de la performance, on sait que il fallait qu'elle... Alors, elle aime ça, je pense qu'elle l'aime sincèrement, mais je pense qu'on lui a aussi beaucoup mis la pression là-dessus. Et puis, bah forcément, on l'a évoqué à de nombreuses reprises, mais la punition des femmes visibles dans la société, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu 800 000 fois, qui est visible à la fois au VMA et à toutes les fois où elle prend la parole, ça fait écho à tout ce qu'on vient de se dire. Toute cette masculinité toxique, elle est fraîchement peinte dans un décor du lycée, finalement, qui va nous faire cette belle métaphore de Miss Americana. Et si on prend aussi d'un point de vue discographie de Taylor Swift, si on prend un petit peu de recul, on sait que Taylor Swift, elle accorde beaucoup d'importance à la place des chansons dans ses albums. Miss Americana and the Heartbreak Prince, c'est la piste 7 de l'album. Et en fait, quand on regarde un peu les autres pistes 7 avant, alors parce qu'évidemment, ça sert à rien de regarder après, puisque on savait pas encore que ces albums allaient sortir à ce moment-là. Mais si on regarde les albums qui étaient sortis avant, c'est toujours un peu des chansons où il y a une dualité, où il y a une confrontation. C'est I Almost Do, c'est The Story of Us, c'est I Wish You Would. Et je trouve ça intéressant de se dire que c'est toujours des chansons où tu as une espèce de conflit. Un couple. Ouais. Pas forcément un couple amoureux, mais un couple, ça peut être aussi, comme tu disais, l'amour de sa nation. Non, mais pour rebondir sur ce que tu disais, Marie, tout à l'heure, sur le fait que, bah oui, elle aime son pays, il faut quand même pas oublier que quelques chansons après, dans l'album, on a London Boy, alors où certes, elle fait l'éloge de ce London Boy, mais la chanson, quand même, commence par la phrase « I love my hometown ». Ah, mais donc, elle est hyper nostalgique. Oui, je t'aime et j'aime le London Boy, mais j'aime être américaine et je l'assume. Ah oui. Bon, pour moi, c'est une de ses chansons les plus nostalgiques, London Boy. Enfin, c'est vraiment genre, c'est l'Amérique me manque, quoi. Mais en même temps, j'assume tout ça, tu vois. Ouais, voilà, tu sais, moi, j'aime Blue Jean, Tennessee Whiskey, enfin, tous les grands marqueurs. Bah, l'Americana, quoi. L'Americana, c'est exactement ça. C'est ça. C'est j'aime l'Americana. Je le vois de loin et je le regarde de manière nostalgique parce que, ouais, je suis avec mon London Boy. Je trouve que Lover, je ne sais pas si c'est son album le plus politique, mais je trouve que c'est un des albums où, en tout cas, je la vois beaucoup réfléchir à son rapport aux États-Unis. Ouais. Et je trouve qu'après, ça se ressent aussi beaucoup dans Folklore et Evermore. Là, pour le coup, ce sont des albums de l'Americana aussi très, très puissants. Mais vraiment très puissant. À nouveau, Cowboy Like Me, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'Americana. Hein. C'est aussi la reprise de tous ces codes, de la dualité, pareil, du cowboy et du bandit. Enfin, il y a énormément de choses. Et je pense que pour préparer l'émission aussi, j'ai regardé un peu ce que les gens pensaient de Miss Americana. Du docu ou de la chanson?
Non, de la chanson. Non, Ok. de la chanson. Et je suis allée regarder un peu et je voyais des gens qui disaient ouais, moi, j'accroche pas vraiment avec cette chanson. Justement, j'en ai un peu marre de la métaphore du lycée. C'est bon, on a compris. Enfin, ça fait plusieurs albums. Ça va, quoi. Elle aurait justement l'idée qu'elle aurait pu trouver autre chose pour partager ce message politique que le lieu du lycée. Et j'entends, mais d'un autre côté, à nouveau, je pense que pour elle, ça a été un moment très fort parce qu'après, elle a été déscolarisée. Enfin, elle a pas été à la fac, Taylor. Elle a eu sa carrière très jeune, très tôt, très fort. Enfin, voilà. Et je pense que ça reste dans sa vie, dans sa construction biographique. C'est l'institution numéro 1 avec l'Église. Et ça, l'Église, elle apparaît dans des chansons, mais plus discrètement. Et en fait, je me disais, certes, je veux dire, elle est passée du lycée à des scènes. Je veux dire, il n'y a pas eu, enfin, elle n'a pas eu de transition comme nous, quoi, Taylor. C'est vraiment, elle est sortie du lycée et c'est devenue une superstar. Et je pense que moi, c'est je d'autant comprends, plus un moment, c'est d'autant plus pour moi un moment structurant le lycée aux États-Unis. C'est-à-dire Oui. que je pense que nous, en tant que Français, on voit ça de notre fenêtre et on n'a pas du tout les mêmes codes parce que pour nous, le lycée n'est pas un moment aussi structurant. Il se passe pas autant de choses dans nos lycées français. Ouais, mais je disais structurant dans le sens où c'est un peu le dernier dénominateur commun que tout le monde va Oui, avoir, la dernière Exactement. Ouais. expérience que tout le monde va Oui. vivre de la même manière et qui fait que ça va être notre socle un peu à tous. Et du coup, en faisant rappel à ces expériences qu'on a tous vécues, c'est un appel facile à ce qu'on a vécu qui va chercher dans les souvenirs qu'on a tous vécus finalement, Oui, globalement. ça crée de la mémoire collective. Ouais, tout à fait. Et moi, je pense que c'est le sens qu'elle voulait donner à cette chanson. Mm. C'est un effort collectif. C'est exactement ça, c'est exactement ce que vous venez de dire. Là où dans Folklore et Evermore, par exemple, je trouve que c'est des albums beaucoup plus individualistes, dans le sens où ils partent du point de vue de l'individu. Et là, on n'est pas du point de vue de l'individu. Là, on est dans le collectif. On a les chœurs qui répètent. Et pour moi, c'est pas le même mode de narration non plus. Même si ça traverse aussi, c'est raconter l'Americana, quoi. C'est raconter les différentes facettes. C'est marrant parce que du coup, là, le lycée devient un territoire menaçant. Et c'est exactement la structure du western qu'on retrouve dans l'héritage de la frontière que tu évoquais tout à l'heure. Donc, on retrouve le territoire hostile, on retrouve la nécessité de se faire des alliés, on retrouve les menaces. Et du coup, bah, ça fait écho encore à ce mythe de l'Americana qui, en fait, on tourne un peu autour de cette réflexion, hein, vous avez compris. Non, mais l'idée, c'est de montrer les fils et les fils narratifs. Quand on a commencé notre séminaire, vous pouvez l'imaginer, on a eu des réactions plutôt hostiles, hein, parce que, waouh, pourquoi parler de Taylor Swift? Tout le monde s'en fiche de Taylor Swift. C'est un micro-événement. Vous dites ça parce que vous êtes fan. On a vraiment eu ça, hein. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée à dire à des gens, oui, je disais, c'est pas moi, hein, c'est Spotify qui dit que c'est l'artiste la plus écoutée, mais c'est vrai, c'est un micro-événement. C'est vrai. C'est pas grave. C'est pas grave, mes chers amis. Et en fait, non, moi, je trouve que Taylor Swift, pour moi, c'est vraiment une des meilleures narratrices des États-Unis des 20 dernières années. Et pour moi, à nouveau, elle s'inscrit dans une continuité très forte avec les artistes dont elle se revendique. Moi, je comprends totalement que Taylor Swift, dans ses chansons, fasse des références à Bruce Springsteen, explique qu'elle est fan de Bruce Springsteen, parce que, bah oui, pour moi, c'est une héritière de Bruce Springsteen, dans la façon de raconter et même de s'approprier des genres nouveaux, etc. Pour moi, elle est complètement là-dedans. Et c'est des paroles qui sont importantes et c'est des façons de dire l'Amérique et l'Americana qui sont essentielles. Et pour moi, il y a un tournant dans cette histoire de l'Americana avec Taylor Swift. Il y a un des albums de Bruce Springsteen, je crois, qui est structurant dans sa description de l'Amérique, qui s'appelle Nebraska. Il me semble que c'est celui-là qui a vraiment fait tournant dans la carrière de Springsteen, mais surtout dans sa description de ce que c'est que l'Amérique. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que Lover, ça va jusqu'à là, mais pour autant, elle a cette idée-là en tête d'arriver à je vais essayer de faire une critique poétique et culturelle et pop ou folk ou peu importe, on s'en fout du genre à la rigueur, mais musicale en tout cas, de ce que je vois aujourd'hui. Bien sûr, il va falloir que je le saupoudre un petit peu de paillettes pour pas être trop visible, mais à un moment, peut-être qu'elle va arrêter les paillettes et peut-être qu'elle va aller vraiment dans le dur, quoi. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est intéressant ce parallèle parce que tu vois, le Nebraska de Taylor, ce serait plus folklore pour le coup. Mais Lover est un très bon The River, qui est l'album que Springsteen a sorti juste avant, où il y a une piste qui s'appelle Independence Day. Et je trouve qu'il y a un parallèle comme ça qui se trace là, même dans ce que tu as dit. Enfin, c'est vrai que c'est assez flagrant. Je pense que Lover amorce aussi ces thématiques qu'on va retrouver après, pour moi, dans Folklore et Evermore, distillées aussi.
Peut-être que ça arrive de manière moins évidente et c'est moins de l'Americana qui parle directement. En même temps, c'est ça. Pour moi, elle a continué comme ça ce travail, entre guillemets. Elle le faisait avant, hein, bien évidemment aussi. Hein, je veux dire, dans Red, dans plein de chansons, on retrouve ça. Enfin, c'est structurant pour moi de sa discographie, quoi. Mais c'est vrai que là, elle l'assume. Là, je pense qu'elle est dans une perception de transmission très forte. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a tellement de couches de lecture. Enfin, je veux dire, là, j'aurais envie de prendre cet épisode qu'on est en train d'enregistrer et de le balancer dans la tronche de tous ceux qui nous disent Taylor Swift, c'est gnangnan, elle parle de ses ex. Et... Arrêtez. Comme vous le dites, il y a tellement, pour moi, c'est à ça qu'on reconnaît un grand artiste, il y a tellement de couches dans ses chansons. Je pense qu'il y en a même qu'on ne connaît pas encore et qu'on va comprendre dans 5 à 10 ans. Comme ça, quand j'ai réécouté ses premiers albums, hein, où j'étais là, je disais, j'avais rien compris. Ou comme je vous ai dit, quand je suis arrivée aux États-Unis et que je mettais ça dans la voiture et tout, et que j'étais là, d'un coup, ça fait sens. Ou même quand j'ai vécu une grosse rupture amoureuse et que j'ai réécouté des chansons de Taylor et j'ai dit, mais oui. Je m'adressais à elle, je disais, mais oui, Taylor, merci. Merci d'avoir mis des mots sur ces sentiments. Il y a quelque chose dans la chanson que j'ai du mal à exprimer, mais la musicalité du début, avec ce petit, je sais pas, ce refrain un peu nostalgique, ces petites notes là du début. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose que je vois très bien dans une voiture, qui rentre dans une ville ou qui sort d'une ville. Enfin, j'aurais du mal à expliquer pourquoi je le visualise comme ça, mais tout ça pour dire que je sais pas pourquoi ces premières notes là, si je devais les mettre dans un lieu, je les mettrais dans une voiture qui roule loin. Je suis totalement d'accord. Il y a un côté très cinématographique. Je trouve que ça fait très ouverture d'un film avec un plan large, avec la voiture. Et ça, c'est très cinéma américain. Très un peu Thelma et Louise. Et tu vois le soleil couchant dans le Nevada, enfin vraiment avec le petit riff là comme ça. Je suis totalement d'accord. Ça fait très scène de générique. Et du coup, ça revient à le mettre en premier morceau aussi du Eras Tour. C'est vrai. Tu vois, ce sentiment que tu as eu, je trouve qu'on l'a tous eu. C'est vrai que ça s'y prête bien. C'est une chanson très cinématographique, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Et elle illustre bien ce côté rêve américain pour une raison que je ne saurais pas expliquer. Si quelqu'un fait de la musique ici et qui veut nous expliquer pourquoi ces notes-là nous évoquent ça, je prends avec plaisir. Parce que je pense que c'est aussi un côté nostalgique. Profond. De toute façon, Lover est un album de la nostalgie. Lover, enfin, je pense, c'est un album beaucoup plus complexe que qu'on en dit. Et je pense que tu as mis le doigt dessus. Pour moi, c'est des notes qui sont très nostalgiques. Et c'est un truc, la nostalgie, c'est quelque chose qu'elle cultive depuis un bon moment déjà, à ce moment-là dans sa carrière. Moi, j'ai souvenir d'une interview qu'elle avait donnée, alors je sais plus du tout pour quel magazine c'était, faudrait que je retrouve, mais au moment d'un photoshoot pour 1989, où bah voilà, elle a voulu cette nostalgie de la musique des années 80, avec les synthés, avec tout ça, et avec cette esthétique aussi, elle s'est coupé les cheveux très courts, etc. Enfin voilà, elle était à fond dans la nostalgie. Et j'ai souvenir de cette interview où elle dit, en fait, le pouvoir de la nostalgie, c'est qu'on retire que les bons moments, quoi. Et en fait, pour moi, c'est aussi un peu ce truc de l'Americana, c'est que c'est vraiment romantiser, idéaliser quelque chose. Et donc je pense que c'est un thème qui est hyper récurrent finalement dans sa discographie, quoi. Je suis d'accord. Moi, une des chansons qui me fascine, c'est pas une de mes préférées, mais c'est Starlight. L'idée qu'elle ait écrit une à partir d'une photo sur quelqu'un qu'elle n'a pas connu, enfin, avec qui elle n'a pas vécu, qui fait partie d'une des plus grandes familles qui a traversé, qui a foulé le sol des États-Unis, donc les Kennedy. Moi, c'est ce que je trouve fascinant chez Taylor Swift aussi, c'est sa capacité de narration. Et pour moi, c'est une capacité de narration qui est une vraie tradition états-unienne. C'est vraiment une tradition de conteur comme ça, et qui est, comme tu le dis, liée à son rapport à la nostalgie, à son rapport aux autres, à son rapport à son écriture. Je trouve ça mais fascinant chez elle. Nous aussi. On est là. Ce que j'aime beaucoup dans cette chanson, c'est qu'il chuchote dans les couloirs que c'est une mauvaise fille. Et ça, c'est hyper intéressant parce que on connaît donc l'importance de l'intégration sociale à l'époque du lycée. Bon, ça, c'est une première chose. Et on sait aussi que Taylor Swift, elle n'était pas populaire à ce moment-là. Et que finalement, dans ce discours de la critique de l'Amérique, de l'Americana,
elle est toujours pas populaire finalement. Elle est toujours montrée du doigt. Et du coup, je me demande si finalement elle arrive à trouver sa place. Ou si, comme elle le dit après plus tard dans Anti-Hero, où finalement en fait elle est trop grosse pour se mettre quelque part et que elle a pas sa place en fait. Ouais, c'est intéressant cette question de sa place, parce que pour moi, ça faisait aussi référence à sa période de 2016, tu vois, tout simplement, de Bad Girl, c'est les médias qui disaient, voilà, c'est une sorcière, enfin bref. Et tu as raison, je pense que, en fait, elle a une carrière, moi je le lis aussi à l'aune du genre musical de l'Americana, qui est pas qui est populaire, mais qui est pas, enfin, c'est pas la pop. C'est pas non plus la pop, hein. Les scènes Americana, c'est des scènes plus confidentielles, hein, entre guillemets, hein. Je veux dire, il y a un festival et tout, mais c'est pas Coachella. On n'est pas là-dessus. Et elle se revendique dans le genre qui est un peu niche, alors que, c'est clairement la superstar numéro uno, quoi. Et je trouve ça intéressant parce que effectivement, elle a traversé tellement aussi de genres musicaux, enfin folk, rock, un peu pop, country, etc., que c'est vrai que ça pose la question cette question de la place, je l'avais pas du tout abordée comme ça. Et c'est vrai que de se positionner en Miss Americana, je trouve ça hyper intéressant par rapport à la popularité ou non de ce genre. Alors même qu'en même temps, voilà, une des grandes figures, c'est Dylan, et Dylan est un artiste extrêmement populaire, hein. Enfin, et également, mais c'est vrai que c'est des artistes un peu hybrides, lui et Taylor Swift. Je trouve, comme tu dis, je trouve que c'est des gens qui transcendent aussi et qui, du coup, comme tu dis, ont du mal à trouver leur place, entre guillemets. On peut pas les mettre dans une case, Ouais, on peut pas, c'est pas possible. Ils sont trop gros, ils sont too big. Ils sont too big pour ça, et en même temps, ils se disent Americana. C'est assez intéressant. Oui, mais parce qu'ils sont aussi le produit de leur génération et le produit de leur culture. Mais voilà, là où on pouvait très facilement dire de Britney Spears que c'était la princesse de la pop, on peut pas attribuer un surnom comme ça à Taylor Swift. Non, on peut pas. Mais elle s'est attribuée Miss Americana. C'est ça qui est intéressant. Et pourtant, on n'est pas exact non plus. Non, qui n'est pas du tout exact, mais c'est... Sauf si on considère qu'elle est Miss Americana and the Heartbreak Prince. Et ça, c'est peut-être le twist. C'est peut-être ça aussi, ouais. Vous l'avez compris, l'Americana, ça apparaît comme étant un espace de tension entre l'identité, l'exclusion, l'innocence, le pouvoir. Finalement, un passé qui est un peu mystifié et un présent décrit par Taylor qui est un petit peu déchiré. On voit dans la chanson un récit national qui a été construit, on l'a appris, qui était sélectif, avec une jeunesse, une femme blanche, peut-être le mythe de la petite ville, et surtout, on reparle beaucoup de la nostalgie. Et elle a utilisé tous ces codes Taylor dans Miss America and the Heartbreak Prince pour effectuer un renversement, une critique. Elle utilise tous ces symboles-là pour dénoncer les dysfonctionnements de la nation et via justement cette métaphore du lycée qui est un espace par excellence de l'exemple de l'Americana. Donc voilà, donc c'est plus la Miss Americana, c'est pas une figure décorative, c'est pas une personne, mais ça vraiment c'est la voix, l'image de la fragilité d'un pays qui est finalement un peu en train de se mettre face à ses propres contradictions. Et c'est une chanson pépite. Voilà. Je pense qu'il fallait qu'on en reparle parce que ça fait, je pense avec Honorine, ça fait genre 2 ans qu'on se dit cette chanson quand même, il faudrait qu'on en parle. Donc voilà, on est ravis d'en avoir parlé. Je trouve que jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment trouvé le bon angle pour parler de cette chanson. Je pense qu'on avait aussi besoin de quelqu'un comme toi, Marie, qui a quand même cette expertise du sujet. Donc merci beaucoup d'être venue avec nous, d'avoir fait cet épisode avec nous. Franchement, ça nous fait vraiment plaisir que tu sois venue. Finalement, tu as ce point commun d'être comme Taylor Swift, un docteur, mais qui n'est pas très utile dans un avion et dans une urgence. C'est vrai. Tu as ce point commun avec Taylor Swift, d'être le docteur dont on n'a pas besoin en cas d'urgence. Mais c'était vraiment trop utile, par contre, de t'avoir sur cet épisode aujourd'hui. Et c'était un plaisir de discuter avec toi. C'était très intéressant. De par ma congestion nasale, je n'ai pas été aussi présente que j'aurais voulu sur cet épisode, mais c'était vraiment passionnant de t'écouter. Donc, je suis ravie d'avoir fermé ma bouche. Et voilà, on espère que toi aussi, tu es contente d'avoir passé un moment avec nous. Très, merci beaucoup. Je vais en profiter pour faire une dédicace, si ça ne vous dérange pas. Et donc, j'en profite, je fais une dédicace à Marie, avec qui j'ai animé ce séminaire sur Taylor, à Arthur, qui nous avait fait une séance sur l'Americana. Et alors, Arthur, lui, il va vraiment être docteur de NYU.
Donc lui, il aura un point commun encore plus important avec Taylor et qui est aussi chercheur, du coup, enfin deux amis chercheurs. À Marilou, alors qui elle est chercheuse, mais pas sur les arbres. Donc rien à voir, mais qui est une grande fan de Taylor Swift et je lui ai fait découvrir votre podcast aux États-Unis en plus. Enfin voilà, on écoutait en roulant, donc c'était parfait. Et Valentine également, qui est aussi une amie Swiftie qui vous écoute aussi, qui est très fan. Donc voilà. On les embrasse tous et toutes. Ouais. Ça fait trop bizarre de mettre des noms sur des gens qui nous écoutent. Voilà. Et c'est leur vrai nom. Je ne vais pas anonymiser. Hein. Non, mais on embrasse toutes les personnes. C'est vrai que c'est toujours étrange parce que, du coup, vous savez, on a notre page Insta et on échange comme on peut, quand on peut, et on aime bien débattre avec les personnes qui nous écrivent ou échanger ou juste rigoler ou peu importe. Et c'est vrai que, nous, on se rend pas trop compte aussi qu'il y a d'autres personnes. Enfin, moi, je me rends pas trop compte en tout cas qu'il y a vraiment des gens qui nous écoutent et qui nous parlent. Donc voilà, merci à tout le monde de nous écouter. Nos vrais noms aussi, on s'appelle vraiment Natacha et Honorine. Mais... Pour terminer, Marie, on prend 5 minutes en fin d'épisode pour se demander qu'est-ce qu'on écoute en ce moment. Alors, toi, qu'est-ce que tu écoutes? Eh bien, moi, j'écoute, et c'était toi, Honorine, je crois, dans un épisode, tu disais que tu faisais pareil. J'écoute Noah Kahan en ce moment en boucle. Donc là, il a sorti un nouveau single, Porchlight. Et avant ça, The Great Divide. Donc, je tourne avec lui en attendant la sortie de l'album. Et je pense que ça fait bien d'écho à tout ce qu'on a dit. Parce que là aussi, comme artiste de l'Americana, je pense que Noah Kahan se pose très, très bien là aussi dans cette thématique. Ouais, c'est vrai. Et toi, Norine, qu'est-ce que tu écoutes? Alors, c'est très compliqué. En ce moment, mon Spotify est éclectique, disons-le. Il y a au mois de juillet 2026 un concert auquel je ne vais pas assister, mais auquel mon chéri aimerait beaucoup assister. Et il a donc hacké mon Spotify pour écouter en boucle Pitbull. Ça va te plomber tes stats en fin d'année, ça. J'ai Greenlight et International Love dans mes top Spotify du mois. Heureusement, je suis là pour conjurer le sort et donc ma chanson la plus écoutée du mois reste Don't Blame Me. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais voilà, dans mes tops d'écoute Spotify, c'est ça, je me dois de l'assumer. C'est moche, mais c'est comme ça. Et puis on en parlait tout à l'heure avec Marie, mais j'ai évidemment aussi regardé l'épisode spécial des 20 ans de Hannah Montana et donc, petit plaisir coupable, je réécoute quelques chansons de Hannah Montana. Incroyable. Et j'ai regardé Heated Rivalry, comme les 3/4 des gens, et parlons-en 2 secondes de cette reprise de Tattoo, All the Things She Said. Incroyable. On n'en avait pas besoin, mais notre vie est meilleure maintenant qu'on a cette chanson. Je suis bien d'accord. La scène est géniale, mais la chanson, j'aime pas trop les reprises de manière générale, mais une bonne reprise qui apporte une autre dynamique, je suis fan. J'approuve. Ah, c'est incroyable. Moi aussi, j'ai eu une longue période là. Tous mes fils Insta, TikTok étaient nourris de Heated Rivalry, évidemment. Je n'ai pas envie de m'étendre plus sur la série, mais en tout cas, cette chanson, incroyable. Ouais. Trop bien. Voilà, et merci à tous d'avoir été là, de nous avoir écoutés parler de ce voyage en Amérique. On vous embrasse bien fort et on vous dit à bientôt. À bientôt, merci beaucoup Marie. Merci à vous. Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties. My lucky number is 13.